Clara Whitlock a payé 18 $ pour 40 acres de pêcher inondés. Le greffier du comté a failli ne pas prendre la peine de terminer les formalités. Le verger d'Ashford était sous l'eau, d'une manière ou d'une autre, depuis 6 années consécutives. Une nappe d'eau brune stagnante recouvrait la plupart des terres basses entre les rangées. Les troncs d'arbres en sortaient comme des piquets de clôture dans un étang. Personne ne s'était jamais soucié de les drainer. Leurs branches supérieures dénudées étaient le seul signe, depuis la route, que quelque chose avait poussé là, intentionnellement. Le terrain avait été mis aux enchères fiscales 3 fois avant que quelqu'un ne se présente pour enchérir, et à chaque fois, le commissaire-priseur était simplement passé à la parcelle suivante quand le silence s'éternisait. Cette fois, Clara a levé son numéro avant qu'il ne le puisse, presque avant d'avoir fini de réfléchir à ce qu'elle faisait. 18 $. La greffière a dit que c'était l'enchère la plus basse qu'elle ait jamais enregistrée en une décennie derrière ce bureau. Le chiffre était si petit que la greffière a même ri un peu en l'inscrivant dans le registre. Plus par surprise que par moquerie, Harlan Briggs s'était rendu sur les marches du palais de justice. Il était surtout venu pour le plaisir de voir quelqu'un d'autre gaspiller son argent. Il a ri si fort que 2 autres enchérisseurs au fond de la salle se sont retournés pour le regarder. « Vous venez d'acheter un marais avec des arbres dedans », a-t-il dit. « Félicitations. J'ai acheté 40 acres », a dit Clara. « L'eau n'est que de passage. » 6 semaines plus tard, une volée de canards dont personne d'autre ne voulait mènerait Clara directement à la raison pour laquelle ce verger avait été inondé. Et directement à la raison pour laquelle il n'avait pas à le rester. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Laissez le nom de votre ville dans les commentaires. Je veux savoir d'où vous nous regardez ce soir. Maintenant, commençons. Clara Whitlock avait 36 ans et élevait seule Lucy, âgée de 15 ans, à la ferme Whitlock. Les revenus de la famille reposaient sur un petit troupeau de bovins, un champ de légumes, une modeste exploitation de foin, et sur tout ce que les vieux équipements de la ferme pouvaient encore gérer sans une autre panne coûteuse. La ferme avait traversé 2 années difficiles, avant même que le verger d'Ashford n'entre en scène. Un gel tardif avait coûté à Clara la plupart de ses propres pommiers le printemps précédent. Il était arrivé en une seule nuit glaciale, anéantissant en quelques heures le travail de taille et d'entretien de toute une saison. Le même genre de perte qui avait autrefois failli achever plus d'une ferme dans le comté de Cedar. Une facture de vétérinaire pour un village difficile avait été plus élevée que prévu. L'animal et le veau n'avaient survécu qu'après 2 jours d'angoisse que Clara avait passé sans presque quitter l'étable. Le toit du vieux silo à grains avait cédé lors d'une tempête de vent. La tôle s'était décollée comme le couvercle d'une boîte de conserve. Sa réparation avait englouti l'argent sur lequel Clara comptait pour toute autre chose. La banque lui a donné 69 jours pour montrer de réels progrès sur son compte d'exploitation en souffrance. Le même genre de compte à rebours qui avait pesé sur plus d'une saison difficile dans cette ferme auparavant. Un chiffre contre lequel elle se surprenait à faire de silencieux calculs à des moments inattendus de la journée. En nourrissant le troupeau, en allant en ville, ou en restant éveillée la nuit plus longtemps qu'elle ne voulait l'admettre. Le verger d'Ashford ne faisait partie d'aucun plan mûrement réfléchi. Clara s'était rendue à la vente aux enchères cette semaine-là pour une toute autre raison. Une petite parcelle de pâturage, 2 lots plus loin, qu'elle espérait ajouter à sa propre rotation de pâturage. Mais le pâturage s'était vendu avant même qu'elle ait eu la chance d'enchérir. Il était allé à un acheteur aux poches plus profondes et à la main plus rapide. Toute la transaction était terminée avant que Clara n'ait fini de lever son propre numéro. Elle se tenait sur les marches du palais de justice, déjà résignée à rentrer les mains vides. C'est alors que le commissaire-priseur a appelé le numéro du verger d'Ashford, et toute la foule est devenue silencieuse d'une manière particulière. La manière dont une foule se tait face à quelque chose dont personne ne veut. Les gens se dandinaient et se regardaient les uns les autres, plutôt que le commissaire-priseur lui-même. Clara était passée devant le verger sur la route du comté plus de fois qu'elle ne pouvait les compter au fil des ans. L'eau stagnante était visible à plus de 400 mètres par temps de pluie. Les rangées de pêchers ressemblaient de loin à quelque chose sorti d'une vieille photo que personne n'avait pris la peine de jeter. Elle n'avait jamais pensé à l'acheter. Elle n'y avait pas pensé ce matin-là non plus. Pas vraiment. Pas avant que le silence ne s'étire assez longtemps pour qu'une partie d'elle-même lève simplement la main, avant d'avoir pleinement décidé de le faire. La famille Ashford avait exploité ce verger pendant 3 générations. Puis le plus jeune des Ashford, qui n'avait pas d'enfants intéressés par l'agriculture, a vendu les droits miniers.
Il les a vendus à une entreprise qui a exploité une petite gravière sur le bord nord de la propriété. L'opération a été rentable pendant quelques années, avant que l'entreprise n'abandonne complètement le site. L'exploitation de gravier n'avait jamais touché directement les terres basses du verger, mais l'excavation avait perturbé la nappe phréatique sur toute la propriété. Personne n'a compris comment, avant que l'entreprise ne plie bagage des années plus tard. Cela a détourné les eaux souterraines dans des directions qu'elle n'avait jamais prises auparavant. Et cela a submergé le système de drainage, sur lequel les premiers cultivateurs du verger comptaient pour garder les rangées basses au sec pendant les saisons humides. Le vieux monsieur Rashford, le dernier de la famille à avoir réellement travaillé la terre, est décédé 2 ans après le début de l'inondation. La propriété est passée entre les mains d'une multitude de parents éloignés. Ils ne voulaient rien savoir d'un verger inondé. Aucun d'entre eux ne l'a jamais visité. Les impôts n'ont pas été payés. Le comté l'a finalement saisi. Et année après année, la vente aux enchères a produit le même résultat. Le silence, suivi d'un greffier passant à la parcelle suivante. Jusqu'au jour où Clara Whitlock se trouvait là, sans rien de mieux sur quoi enchérir. Clara s'est rendue sur la propriété l'après-midi même, où elle a signé les papiers. Ses bottes se sont enfoncées dans le sol mou dès qu'elle a franchi le vieux portail en fer à l'entrée. Les pêchers eux-mêmes racontaient une histoire mitigée. Sur les hauteurs, près du bord est de la propriété, un bon nombre d'arbres se dressaient encore avec une réelle vigueur. Leurs feuilles étaient sorties. Leurs branches montraient une croissance qui indiquait à Clara que ces arbres n'avaient jamais passé beaucoup de temps les racines sous l'eau. Plus bas, vers le centre de la propriété, là où l'eau stagnante était la plus profonde et restait le plus longtemps, les arbres avaient bien pire allure. L'écorce se décollait. Les canopées étaient clairsemées. Plus d'un tronc montrait les taches noires qui proviennent de racines restées dans l'eau stagnante. Bien plus longtemps que n'importe quel arbre n'est conçu pour le tolérer. Une vieille ferme se trouvait sur le point le plus élevé de la propriété. Elle était vide depuis des années. Le toit était presque intact, mais les fenêtres étaient cassées et le porche s'affaissait dans un coin. Un hangar à matériel effondré se trouvait près de l'entrée. Son contenu avait depuis longtemps été pillé ou était rouillé au point d'être inutilisable. Et traversant le centre du verger, un vieux fossé de drainage, envahi de quenouilles et de broussailles épaisses, donnait le seul indice visible que quelqu'un avait un jour essayé de gérer l'eau sur cette propriété. Clara est restée longtemps au bord de ce fossé, bouché ce premier après-midi. Elle y a porté la même attention patiente qu'elle accordait à tout ce qu'elle ne comprenait pas encore. Elle a pensé aux 18 $ et à ce qu'elle avait réellement obtenu en échange. La nouvelle de l'achat de Clara pour 18 $ s'est répandue rapidement dans le comté, comme tout ce qui sort de l'ordinaire. Et pendant les premières semaines, l'histoire ne faisait que devenir plus amusante à chaque fois que quelqu'un la racontait à la coopérative ou à la fête de l'église. Les hommes qui se trouvaient sur les marches du palais de justice ce jour-là se sont mis à l'appeler la Dame du Marais dans son dos. C'était un surnom plus moqueur qu'affectueux au début. Quelqu'un a prétendu qu'elle avait simplement mal entendu le commissaire-priseur et levé la main pour la mauvaise parcelle. Incapable d'admettre qu'une personne puisse réellement vouloir 40 acres inondés dont personne d'autre ne voulait. Quelqu'un d'autre a dit que tout ce pari coulerait sans laisser de traces, dès que la première vraie facture arriverait pour défricher des broussailles où aucun équipement ne pouvait même accéder. La moquerie n'est jamais devenue vraiment cruelle. Elle est restée principalement au niveau d'une blague. Tout le monde supposait qu'elle se résoudrait d'elle-même dès que la propriété se révélerait exactement aussi sans valeur que l'histoire des enchères le suggérait. Cette supposition a tenu jusqu'au premier échec de drainage. Pendant quelques jours, cela a semblé confirmer tous les doutes que le comté avait jamais exprimés. Des doutes sur une femme poursuivant un projet aussi gorgé d'eau sans aucune formation formelle. Il a fallu le deuxième système, soigneusement mis en place et résistant à une véritable tempête, pour vraiment changer la façon dont les gens parlaient d'elle. Mais ce changement était encore à des semaines de là. Et en attendant, chaque voyage en ville pour des fournitures portait son propre petit poids de doute. Clara avait appris maintenant à simplement passer son chemin sans faire de commentaires. La même semaine où Clara a acheté le verger, un refuge pour volailles, situé à 2 comtés de là, a contacté des fermiers de la région. Ils essayaient de placer une volée de 40 canards domestiques. Ils avaient été abandonnés après la fermeture soudaine de la petite exploitation de leur ancien propriétaire. C'étaient des races mélangées, plusieurs avec des problèmes de pattes mineures, pour avoir été gardés trop longtemps sur du béton dur.
Aucun d'eux n'avait beaucoup de valeur pour quelqu'un cherchant une volée productive de pondeuses ou de chair. La coordinatrice du refuge a admis au téléphone qu'elle avait déjà appelé une douzaine de fermes avant que le nom de Clara n'apparaisse. Personne n'en voulait. Clara pensait surtout à l'eau stagnante qui couvrait la majeure partie de son nouveau verger. Elle se demandait si les canards pourraient au moins y trouver une utilité. Pendant qu'elle réfléchissait à quoi faire de la propriété, elle a accepté de prendre toute la volée pour le coût du transport du refuge. Une décision prise presque aussi rapidement et instinctivement que la main levée à la vente aux enchères. Harlan l'a appris avant même que Clara ait fini de charger les caisses dans sa remorque. D'abord un marais, maintenant 40 canards que personne ne pouvait vendre, a-t-il dit au magasin d'aliments la semaine suivante. Vous vous constituez une belle collection de choses dont personne d'autre ne voulait. Clara n'a pas discuté. Elle a transporté la volée jusqu'au verger, les a relâchés dans l'eau stagnante près de l'entrée. Puis elle est retournée au travail plus immédiat de défrichage, autour de la vieille ferme. Elle ne pensait pas beaucoup plus aux canards, espérant juste qu'ils survivraient à la transition sans trop de problèmes. Dès la première semaine, Clara a remarqué quelque chose. Les canards ne se dispersaient pas uniformément sur le terrain inondé comme elle s'y attendait. Ils se rassemblaient plutôt le long d'une bande étroite spécifique, allant à peu près du nord au sud à travers le centre du verger. Ils pagaillaient et se nourrissaient en une ligne qui se répétait jour après jour. Peu importe où l'eau stagnante était la plus profonde ou la moins profonde ailleurs. Clara a d'abord supposé que c'était simplement là où les insectes et la petite vie aquatique dont les canards se nourrissaient étaient les plus abondants. Un schéma banal avec une explication banale. Et pendant les premiers jours, elle n'y a pas pensé plus que ça. Mais la ligne se maintenait de manière trop constante pour être aléatoire, même après une forte pluie qui a remodelé la surface de l'eau sur le reste de la propriété. L'eau s'est étendue plus largement à certains endroits et s'est retirée à d'autres. Les canards continuaient de retourner à cette même bande étroite. Ils y travaillaient avec la même attention constante et répétitive, jour après jour. Ils ignoraient de plus grandes étendues d'eau tout aussi profondes en faveur de ce corridor spécifique, qui parcourait le centre du verger. Lucy a commencé à marquer le schéma sur une carte sommaire dessinée à la main. Elle parcourait le verger le soir après l'école et notait exactement où la volée se concentrait. Debout près de la clôture avec un crayon et une feuille de papier pliée, elle comptait les têtes et marquait les positions. De la même manière patiente, elle en viendrait un jour à marquer des mesures bien plus techniques sur cette même propriété. Après 10 jours, les marques sur sa carte formaient quelque chose de trop droit, de trop délibéré, pour être autre chose qu'une ligne que quelqu'un avait construite intentionnellement des décennies plus tôt. « Ils ne font pas que manger », a dit Lucy, en regardant la carte étalée sur la table de la cuisine. « Ils suivent quelque chose. » Parmi les 40 canards, une canne s'est distinguée dès les premiers jours. Une lourde canne de Rouen brune est achetée, avec un bec légèrement tordu suite à une vieille blessure que personne ne pouvait expliquer. Elle menait toujours le mouvement quotidien de la volée vers la ligne enterrée, plutôt que de simplement suivre les autres. Clara a commencé à l'appeler Mabel sans vraiment le décider, de la même manière que les noms avaient tendance à s'attacher aux animaux de cette ferme, une fois qu'ils avaient mérité assez d'attention individuelle pour en avoir un. Mabel se déplaçait avec une détermination qui manquait au reste de la volée. Elle se dirigeait droit vers la bande étroite d'eau, peu profonde, dès les premières lueurs du jour chaque matin. Elle n'y dérivait pas progressivement comme les autres. Le reste de la volée la suivait. Seulement après qu'elle se soit déjà engagée dans cette direction. C'est en observant Mabel spécifiquement, plus que la volée dans son ensemble, que Clara s'est d'abord convaincue que le schéma valait la peine d'être pris au sérieux, plutôt que de le rejeter comme un comportement alimentaire ordinaire. Un animal sans raison particulière de préférer une étendue d'eau à une autre ne retournait tout simplement pas à la même ligne de 35 cm de profondeur, matin après matin, avec une telle constance. Sauf si quelque chose dans le sol lui-même l'y attirait. Mabel est restée dans la volée, à travers tout ce qui a suivi. L'erreur, la reconstruction, le test de la tempête. Elle n'a jamais été distinguée pour autre chose que le nom que Clara lui avait donné. Mais elle était présente dans presque toutes les premières photographies que Lucy a finalement prises du verger en convalescence. Le même bec tordu était visible au premier plan du cadre, le plus souvent. Un matin, Clara est entrée dans la ligne préférée des canards, avec une longue sonde métallique. Elle l'enfonçait dans le sol mou, à intervalles réguliers.
C'était une méthode qu'elle avait apprise dans un vieil almanach agricole et dans des histoires à moitié oubliées. Une façon de vérifier la présence d'infrastructures enterrées sans creuser à l'aveugle. La sonde a heurté quelque chose de ferme et de régulier à environ 35 cm de profondeur. Une résistance différente de la souplesse ordinaire d'un sol gorgé d'eau. Elle s'est déplacée de plusieurs pieds plus loin, le long de la ligne, et a sondé à nouveau. La même résistance, à presque la même profondeur. Elle a creusé avec précaution au premier endroit. Elle a travaillé lentement dans l'argile humide avec une truelle à main, pour ne pas risquer d'endommager ce qu'elle avait trouvé avec quelque chose de plus lourd. Sous la boue se trouvait un morceau de vieux tuyau de drainage en terre cuite. Il était cylindrique, d'environ 10 cm de diamètre, posé bout à bout avec la section suivante. Il formait une ligne qui s'étendait aussi loin qu'elle pouvait la suivre dans les deux directions. Le tuyau était fissuré par endroits, envasé à d'autres. Mais c'était sans aucun doute un système délibérément construit par l'homme, et non quelque chose que la nature avait mis là. Il s'est avéré que les canards suivaient la légère dépression que la ligne de tuyaux enterrés créait dans le sol au-dessus. Un creux subtil, invisible pour une personne marchant à la surface. Mais c'était exactement le genre de caractéristiques qui accumulait l'eau, les insectes et la petite vie aquatique dont les canards se nourrissent. Des générations d'infrastructures enterrées, façonnant discrètement le monde au-dessus d'elles, de manière que personne n'avait pensé à chercher. Le lendemain matin, Clara s'est rendue au palais de justice du comté. Elle a demandé à la même greffière qui avait traité son achat de 18 $ s'il existait des documents sur les travaux de drainage originaux du verger d'Ashford. Après avoir cherché dans des boîtes qui n'avaient clairement pas été ouvertes depuis des années, la greffière a produit un relevé d'amélioration agricole de 1948, dessiné à la main. Le papier était cassant et jauni, mais l'encre était encore lisible. Il montrait un réseau complet de drains en terre cuite sous les terres basses du verger. 6 lignes parallèles se déversaient dans un collecteur central. Celui-ci alimentait à son tour une sortie contrôlée à la limite sud de la propriété. Là, un ancien déversoir libérait autrefois l'excès d'eau dans un fossé de drainage naturel au-delà de la clôture. Le propre père du vieux monsieur Rashford avait installé le système. C'est ce qu'indiquait une brève note griffonnée dans la marge du relevé. C'était dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, le drainage par tuyau en terre cuite était encore la méthode standard pour récupérer exactement ce genre de terre basse et humide pour un usage productif en verger. Personne ne l'avait entretenu depuis des décennies. La perturbation de la nappe phréatique par l'exploitation de gravier avait probablement submergé un système déjà affaibli par l'âge et la négligence. Et une fois que l'inondation s'est installée, personne lié à la propriété n'avait les connaissances ou la volonté de chercher une solution. Une solution enterrée quelque part sous 6 ans d'eau stagnante. Le verger ne s'est pas noyé parce que la terre était mauvaise, a écrit Clara dans son carnet ce soir-là. Il s'est noyé parce que ceux qui le gardaient au sec avaient été oubliés, tout comme ceux qui l'entretenaient autrefois. La nouvelle de la découverte de Clara s'est répandue dans le comté de Cedar. Comme tout ce qui est inhabituel dans un petit comté, elle s'est propagée plus vite et avec plus d'embellissement que les simples faits ne l'auraient permis. La semaine suivante, Clara est allée au magasin d'aliments pour acheter du grillage et des outils à main. Elle a trouvé Harlan au comptoir, avec 2 ou 3 autres hommes qu'elle reconnaissait. Le même groupe informel qui semblait se rassembler là la plupart des matins. « Clara », a dit Harlan assez fort pour que tout le magasin l'entende. « J'ai entendu dire que tes canards t'avaient trouvé un tuyau enterré. C'est ça qui va désinonder 40 acres ?» Un des hommes a ri. « Peut-être que les canards devraient avoir une part de l'acte de propriété. » Clara a continué à parcourir sa liste sans répondre, vérifiant la jauge du grillage par rapport à la note dans sa main. Harlan n'avait pas fini. 18 $ pour un marais, et maintenant tu déterres un tuyau que personne n'a touché depuis avant la naissance de ton propre père. Qu'est-ce que tu penses que ça va te rapporter? Je ne sais pas encore, a dit Clara. Alors, tu n'as pas de plan. J'ai un plan, a dit Clara en posant ses articles sur le comptoir. Je n'ai juste pas encore de preuves. Cette distinction comptait pour elle plus que quiconque dans ce magasin ne le comprenait. Elle a payé ses fournitures et est rentrée chez elle. Et si quelqu'un a dit autre chose en sortant, elle n'est pas restée assez longtemps pour l'entendre. Avec le compte à rebours de la banque en cours et 6 ans d'eau stagnante couvrant toujours la majeure partie du verger, Clara a agi plus vite qu'elle n'aurait probablement dû.
La même impatience qui l'avait autrefois poussée à lever la main à la vente aux enchères jouait maintenant contre elle. Elle a localisé ce qu'elle croyait être le point de collecte central, en se basant sur les mesures approximatives des anciens relevés. Et elle l'a ouvert sans d'abord tracer et confirmer l'état de chaque conduite d'alimentation qui y menait. Elle se disait que 6 ans d'eau piégée avaient besoin d'un exutoire, et que chaque jour d'attente la rapprochait de la date limite de la banque. Le collecteur, quand elle a enfin réussi à l'ouvrir avec un pied de biche, a libéré des années de limons et de débris piégés, d'un seul coup. Une soudaine vague sombre l'a fait reculer d'un pas. Elle a envoyé une vague de boue et d'eau stagnante délogée en aval à travers le vieux déversoir, plus vite que la structure vieillissante ne pouvait le supporter. La force de l'eau était plus forte que tout ce à quoi Clara s'était préparée. La maçonnerie en ruine du déversoir, affaiblie par des décennies de négligence, a cédé sous la pression soudaine. L'eau libérée a creusé un nouveau canal brutal à travers un groupe des arbres survivants les plus sains du verger, près de la limite sud. Cela a sapé les systèmes racinaires qui avaient survécu à 6 ans d'inondation. Ils étaient maintenant menacés en quelques minutes par la solution même censée les sauver. Clara se tenait au bord du canal, qui s'élargissait dans la lumière déclinante. Elle regardait l'eau boueuse déchirer un sol qu'elle commençait à peine à comprendre, incapable de faire autre chose sur le moment que de regarder les dégâts se propager plus vite qu'elle ne pouvait penser à les arrêter. 3 de ces arbres se sont complètement effondrés dans la semaine. Leur système racinaire était trop sapé par l'érosion soudaine pour les maintenir debout. Clara a trouvé le premier abattu lors d'une promenade matinale dans le verger. Elle est restée un long moment silencieux au-dessus de lui, avant de pouvoir se résoudre à aller vérifier les 2 autres. Harlan est passé en voiture et a vu les dégâts par lui-même, ralentissant son camion près de la clôture. « Les canards t'ont trouvé un tuyau », a-t-il crié. « On dirait que le tuyau t'a trouvé un plus gros bazar. » Clara n'a pas blâmé les canards, le vieux relevé ou sa propre malchance. Elle s'est tenue au bord du nouveau canal d'érosion ce même après-midi. Elle regardait 3 pêchers renversés qui avaient survécu à 6 ans d'inondation, pour finalement tomber à cause de sa propre réparation hâtive. Elle s'est forcée à dire la vérité à voix haute avant de se laisser ressentir quoi que ce soit d'autre. Lucy se tenait à quelques mètres de là, ses propres bottes déjà trempées par la boue. Aucune d'elles n'a parlé pendant un long moment avant que Clara ne brise finalement le silence. « J'ai ouvert la sortie avant de comprendre ce qui l'alimentait encore. » Elle a dit « Le système n'a pas échoué. C'est moi qui ai échoué. » Cette phrase a porté tout le personnage en avant. L'échec n'était pas la faute du vieux système de tuyaux. Ce n'était pas la faute des canards de l'y avoir mené. C'était la propre impatience de Clara. La même impulsion qui l'avait autrefois poussée à lever la main à une vente aux enchères avant d'avoir pleinement réfléchi à ce que 18 $ pourrait réellement l'engager à faire. Elle s'est assise avec Lucy à la table de la cuisine ce même soir. Toutes 2 étaient couvertes de boue et épuisées. Elles ont examiné exactement ce qui s'était passé plutôt que de simplement pleurer la perte. Le collecteur avait contenu trop de pression pour que la maçonnerie affaiblie du déversoir puisse la supporter. Les conduites d'alimentation qui y menaient n'avaient pas été évaluées individuellement avant que Clara ne fasse confiance à l'ensemble du système pour se comporter correctement d'un seul coup. Elle a noté chaque point de défaillance dans son carnet, de la même manière disciplinée qu'elle avait appris à enregistrer tout ce qui comptait sur cette ferme. Elle refusait de laisser la perte passer sans en tirer toutes les leçons qu'elle avait à offrir. Clara a contacté un agent de vulgarisation agricole à la retraite, nommé Otis Feldman. Il avait 72 ans et avait passé près de 4 décennies à travailler avec des vergers et des fermes de culture en ligne dans 3 comtés. Il s'occupait exactement de ce genre de vieux drainage par tuyau, en terre cuite, avant de prendre sa retraite pour une vie tranquille. La plupart des gens avaient cessé de penser à lui demander conseil. Son nom a refait surface après que Clara a appelé le bureau de vulgarisation du comté. Une assistante là-bas s'est souvenue de lui pour des projets datant de plusieurs décennies. Otis s'est rendu sur la propriété pour la parcourir avec elle. Il avait la même attention patiente et délibérée que Clara avait appris à reconnaître comme la marque de quelqu'un qui comprenait vraiment ce qu'il regardait. Pas quelqu'un qui devinait avec assurance. Il se déplaçait lentement le long du canal d'érosion, les mains jointes derrière le dos. Il s'arrêtait tous les quelques pas pour s'accroupir et examiner un détail que Clara elle-même avait dépassé sans y penser. Il ne lui a pas donné de solution toute faite. Il a d'abord posé des questions.
Comment les 6 conduites d'alimentation se connectaient au collecteur central? Quel était l'état de chaque conduite individuelle, là où Clara l'avait déjà sondé? Comment le vieux déversoir avait été construit à l'origine pour gérer un rejet contrôlé, plutôt que la soudaine vague incontrôlée que l'ouverture précipitée de Clara avait produite? Il a parcouru lentement le nouveau canal d'érosion, s'accroupissant près de la maçonnerie effondrée du déversoir, secouant légèrement la tête devant ce qu'il a trouvé. « Vous avez trouvé l'interrupteur », lui a-t-il dit. « Vous n'avez pas vérifié ce qui y était branché d'abord. » Il a expliqué clairement l'approche nécessaire, assis à la table de cuisine de Clara ce soir-là. Le relevé de 1948 était étalé entre eux. Une tasse de café refroidissait à son coude. Il a esquissé un diagramme approximatif au dos d'un vieux reçu d'aliments, car aucun d'eux n'avait quelque chose de plus officiel sous la main. Chacune des 6 conduites d'alimentation devait être tracée, sondée et évaluée individuellement avant de pouvoir faire confiance au collecteur pour gérer un véritable rejet. Le vieux déversoir avait besoin d'une véritable reconstruction, pas seulement d'un simple rafistolage. Il fallait utiliser des pierres posées et maçonnées correctement pour gérer un débit contrôlé, plutôt que la vague catastrophique qui avait déjà tout emporté. Et le rejet lui-même, une fois le système prêt, devait se faire progressivement, par étapes. Il fallait donner au sol en aval le temps d'absorber chaque incrément d'eau nouvellement en mouvement, plutôt que de déverser des années de volume piégé d'un seul coup. L'eau qui stagne depuis si longtemps ne veut pas qu'on lui dise de bouger vite, a dit Otis. Il faut la convaincre lentement, sinon elle ira où elle veut et emportera tout sur son passage. Clara a écouté chaque mot sans l'interrompre, notant ses instructions dans le même carnet où elle avait déjà consigné sa propre erreur. Les 2 récits se trouvaient côte à côte sur des pages en regard. Ce qui avait mal tourné et ce qui devrait se passer à la place. Clara et Lucy ont reconstruit toute l'approche à partir de zéro sous la direction d'Otis. Cette fois, elles ont traité les 6 conduites d'alimentation et le collecteur comme un système connecté, pas comme un point unique à ouvrir en espérant que tout se passe bien. C'était un changement de mentalité qui a pris plus de temps à Clara pour l'intérioriser que le travail physique lui-même. Elles ont tracé chaque conduite d'alimentation individuellement. Elles ont creusé des points d'inspection à intervalles réguliers sur sa longueur pour évaluer son état avant de s'engager dans une réparation. Ce processus a pris près de 3 semaines. Elles ont travaillé dans un sol mou et peu coopératif qui leur a résisté à chaque étape. Clara avait les mains pleines d'ampoules et le dos endolori à la fin de la plupart des journées. Elles ont trouvé 2 conduites presque entièrement effondrées. Elles nécessitaient des sections de remplacement complètes plutôt qu'un simple nettoyage. Le vieux tuyau en terre cuite s'effritait en fragments dès que la sonde de Clara entrait en contact avec lui. Elles ont trouvé 2 autres conduites en état étonnamment bon. Il suffisait de nettoyer le limon sur leur longueur pour rétablir le débit. Une découverte qui a donné à Clara un réel espoir lors d'un après-midi par ailleurs épuisant. Les 2 conduites restantes nécessitaient une réparation partielle. Des sections ont été remplacées là où l'intrusion de racines ou de vieilles fissures avait compromis le tuyau au-delà de ce qu'un simple nettoyage pouvait réparer. Elles ont reconstruit le collecteur lui-même avec une vanne de contrôle appropriée. Elle a été récupérée et réparée d'une vieille alimentation d'irrigation qu'Otis connaissait à 2 comtés de là. Cela a permis à Clara de gérer précisément le débit de rejet, plutôt que de faire confiance à un tuyau ouvert pour se comporter correctement une fois que la pression réelle s'accumulerait derrière lui. Elles ont reconstruit le déversoir correctement. Otis a montré à Clara et Lucy comment poser et maçonner la pierre, de la même manière soignée qu'elle avait probablement été construite la première fois, à l'époque où le drainage par tuyau en terre cuite était encore assez courant pour que la compétence n'ait pas encore commencé à disparaître de la région. Ses propres mains étaient stables et sûres avec le mortier, d'une manière qui faisait paraître les premières tentatives maladroites de Clara, bien grossières en comparaison, et elles ont planifié le rejet lui-même par étapes prudentes. Elles n'ont ouvert la vanne de contrôle que partiellement au début. Elles ont surveillé le débit en aval pendant des jours avant de l'ouvrir davantage. Elles refusaient de répéter l'erreur qui avait déjà coûté 3 bons arbres. Otis n'est pas venu tous les jours pendant cette reconstruction. Il a dit clairement à Clara que le système devait être quelque chose qu'elle pouvait gérer et en qui elle pouvait avoir confiance elle-même.
Pas quelque chose dont elle dépendait de quelqu'un d'autre pour l'entretenir à chaque fois qu'une pression réelle arrivait. La même leçon que chaque mentor attentif dans une histoire comme celle-ci enseigne finalement. Une fois que l'élève a prouvé sa volonté d'apprendre d'une véritable erreur, plutôt que de simplement abandonner après une seule. Le rejet progressif a pris près de 6 semaines, depuis la première ouverture de la vanne de contrôle jusqu'à l'observation d'un changement réel et mesurable sur les terres basses du verger. Clara vérifiait la vanne et le niveau d'eau du collecteur chaque matin, avant de se permettre de passer à autre chose que la journée exigeait d'elle. Clara a suivi l'évolution de la même manière disciplinée qu'elle suivait tout ce qui comptait sur cette ferme. La profondeur de l'eau était mesurée à des piquets marqués à une 12aine de points dans le verger. Les mesures étaient enregistrées chaque semaine. Les chiffres diminuaient lentement mais sûrement. Le système à 6 conduites faisait enfin le travail pour lequel il avait été construit plus de 70 ans plus tôt. Le changement n'était pas spectaculaire d'une semaine à l'autre, mais étalé sur les 6 semaines complètes dans le carnet de Clara, le schéma était indubitable. L'eau stagnante qui avait couvert presque tout le tiers inférieur du verger lorsque Clara a parcouru la propriété pour la première fois, s'est retirée semaine après semaine. Elle formait des flaques de plus en plus petites. Jusqu'à ce qu'à la fin de la 6e semaine, seuls les points les plus bas conservent une profondeur réelle. Et même ceux-ci étaient nettement moins profonds qu'au début. Le sol, qui avait été submergé pendant 6 années consécutives, a commencé à sécher pour la première fois de mémoire d'homme. L'odeur même de l'endroit a subtilement changé au cours de ces semaines. L'odeur lourde et stagnante de l'eau croupie a lentement cédé la place à quelque chose de plus proche de la terre humide ordinaire. À mesure que le sol séchait, Clara et Otis ont parcouru le verger ensemble. Ils évaluaient lesquels des péchés survivants avaient encore une réelle vie en eux, et lesquels n'étaient que du bois mort debout que l'inondation n'avait pas encore achevé. L'évaluation s'est faite arbre par arbre. Ils vérifiaient l'écorce pour le verre révélateur sous la surface, qui indiquait une couche de cambium vivante. Ils vérifiaient le collet des racines, à la base de chaque tronc, pour la pourriture par rapport au bois sain. Ils grattaient une petite zone de test sur des branches sélectionnées, pour confirmer si la sève circulait encore sous la surface. Sur les quelques 600 pêchés encore debout sur les 40 acres du verger, Otis et Clara en ont documenté un peu moins de 400 comme étant réellement viables. Des arbres qui, avec un drainage approprié et une saison ou 2 de récupération, avaient une réelle chance de produire à nouveau des fruits. Plutôt que de simplement exister comme des vestiges endommagés par les inondations, attendant de tomber. Ce nombre était extrêmement important pour tout ce qui a suivi. Cela signifiait que le verger n'était pas une perte totale nécessitant une replantation complète à partir de zéro. Cela signifiait qu'avec un travail patient, environ 2/3 de la plantation d'origine pourrait être ramenée à une production réelle. Un calendrier mesuré en un petit nombre d'années, plutôt que la décennie ou plus qu'une replantation complète aurait nécessité avant la première récolte significative. Clara a marqué chaque arbre viable avec un petit ruban d'arpenteur. Elle a parcouru toute la propriété pendant près d'1 semaine pour terminer le décompte. Lucy la suivait avec un carnet, enregistrant le numéro et l'état de chaque arbre. De la même manière soignée qu'elle avait autrefois enregistré les schémas de mouvement des canards sur une carte dessinée à la main. Alors que la nouvelle du projet de drainage se répandait dans le comté de Cedar, le ton de la conversation a commencé à changer. Dès la moquerie pure et simple, on est passé à quelque chose de plus proche d'une curiosité sincère, bien que toujours sceptique. Quelques résidents de longue date qui se souvenaient du verger d'Ashford de ses années productives, avant l'exploitation de gravier et l'inondation, ont commencé à s'arrêter près de la clôture pour regarder le sol nouvellement exposé. Certains d'entre eux partageaient de vieux souvenirs de cueillettes de pêche là-bas quand ils étaient enfants. Des souvenirs que personne n'avait pensé à exprimer à voix haute depuis des années, car il n'y avait jamais eu de raison de le faire. Arlen lui-même est passé en voiture plus d'une fois pendant cette période. Il ne s'est jamais vraiment arrêté assez longtemps pour avoir une vraie conversation. Mais il ralentissait son camion de manière nettement plus longue à chaque fois que lorsque tout le projet n'était encore qu'une blague bonne à répéter au magasin d'aliments. Mais un test véritablement sévère se profilait encore à l'horizon. Un test qui déterminerait si le système reconstruit pouvait réellement tenir sous une pression réelle et soutenue, plutôt que le rejet progressif et soigneusement organisé que Clara et Otis avaient géré jusqu'à présent.
À la fin de cet été, un système orageux lent s'est installé sur la région pendant près de 4 jours. Il a déversé des quantités de pluie que le service météorologique du comté a décrites comme parmi les plus fortes vues en plus d'une décennie. Le système de Clara, drainé mais pas encore entièrement testé contre autre chose que son propre rejet, soigneusement contrôlé, a fait face à son premier véritable défi de la nature. Plutôt que de la main de Clara sur la vanne, elle et Otis ont parcouru toute la ligne ensemble la veille de l'arrivée du plus gros de la pluie. Ils ont vérifié chaque point d'inspection, confirmant que la maçonnerie reconstruite du déversoir tenait bon. Ils ont testé une dernière fois la pleine amplitude de mouvement de la vanne de contrôle, pour être certains qu'elle répondrait exactement comme elle le devait une fois que la pression réelle arriverait. « Le système est solide », lui a dit Otis, debout au bord du déversoir reconstruit, alors que la première bande de pluie commençait à arriver de l'ouest. Maintenant, nous allons savoir s'il est assez solide. La pluie est tombée plus fort et a duré plus longtemps que ne le prévoyaient les pires scénarios du service météorologique. Le bruit de la pluie contre le toit de la vieille ferme était si fort que Clara s'est surprise à vérifier les nouvelles tuiles qu'elle avait posées là quelques semaines plus tôt, s'attendant à moitié à ce qu'elles cèdent sous le volume d'eau qui tombait. Clara est restée au verger pendant le pire de la tempête. Elle vérifiait le niveau d'eau du collecteur à la lumière d'une lanterne toutes les 2 heures pendant la nuit. Elle ajustait la vanne de contrôle progressivement à mesure que la pression montait. Elle l'ouvrait davantage lorsque les lectures lui disaient que le système pouvait supporter plus de débit. Elle la maintenait stable quand elle lui disait qu'il ne le pouvait pas. Ses mains étaient engourdies par le froid la 2e nuit, malgré les gants qu'elle portait. Tout son corps fonctionnait avec la même énergie nerveuse et vigilante qu'il avait portée lors de la première nuit d'inondation dans un autre champ bas, des mois avant que tout cela ne commence. Lucy est restée avec elle pendant la majeure partie du temps. Elle prenait son tour à la lanterne et aux lectures, quand Clara s'autorisait enfin un court somme sur le vieux canapé de la ferme. Elle réveillait sa mère dès qu'un chiffre changeait suffisamment pour être important. Otis a appelé 2 fois de chez lui, prenant des nouvelles par téléphone plutôt que de conduire par un temps aussi violent. Il a offert à chaque fois des conseils brefs et rassurants qui ont aidé à calmer les nerfs de Clara, plus que les conseils eux-mêmes n'étaient strictement nécessaires. La 2e nuit de la tempête, l'eau circulait dans les 6 conduites d'alimentation à un volume plus élevé que tout ce que le système avait transporté depuis que Clara avait trouvé le tuyau enterré sous le chemin préféré des canards. Le collecteur a tenu. Le déversoir reconstruit, testé maintenant contre une pression réelle et soutenue, plutôt qu'un rejet contrôlé, a transporté le débit de manière constante dans le fossé de drainage, au-delà de la limite de la propriété. Pas une seule section n'a cédé. Le mortier qu'Otis lui avait montré comment poser a tenu bon contre un test bien plus rude que ce à quoi l'un ou l'autre s'attendait en le construisant. Les terres basses du verger, qui auraient été sous des mètres d'eau stagnante avec l'ancien système défectueux, n'ont montré que des flaques peu profondes et temporaires. Elles se sont résorbées en moins d'1 jour après que la pluie se soit enfin calmée. Clara se tenait au bord du collecteur le 3e matin. Elle était épuisée, trempée malgré son manteau. Elle regardait l'eau claire se déplacer de manière constante à travers un système qui était resté cassé et oublié pendant des décennies. Avant que 6 semaines de reconstruction patiente et soignée ne lui demandent enfin de fonctionner comme il avait toujours été censé le faire. Il avait tenu. Ailleurs dans le comté de Cedar, la même tempête a causé de réels dégâts. 2 petits ruisseaux ont débordé, inondant des pâturages en contrebas sur au moins 3 propriétés voisines. Une section de la route du comté a été complètement emportée, coupant l'accès à 2 fermes pendant près d'1 semaine, pendant que les équipes de réparation travaillaient à la reconstruire. Les propriétaires de Harlan, bien que n'étant pas directement sur le même bassin versant que le verger, ont tout de même perdu une portion importante de clôture à cause de l'érosion. Le ruissellement de la tempête avait creusé un sol qu'ils n'avaient jamais pensé avoir besoin d'une protection particulière. Le contraste n'a échappé à personne qui y prêtait attention. Une propriété qui était sous l'eau depuis 6 années consécutives, achetée pour 18 $ par une femme dont la moitié du comté s'était moquée, a traversé la pire tempête en 1 décennie en meilleur état que plusieurs propriétés qui n'avaient jamais été inondées auparavant. Reginald Cobb, un promoteur immobilier de la ville régionale située à 60 km, suivait discrètement le verger d'Ashford depuis plus d'1 an avant que Clara ne l'achète. Il attendait que le comté mette enfin aux enchères une propriété qu'il avait l'intention d'acquérir à bas prix.
Il voulait la convertir en un petit lotissement résidentiel une fois que l'inondation rendrait toute utilisation agricole impossible à justifier. Cobb avait bâti une entreprise de promotion modeste mais stable au cours de la décennie précédente. Il achetait exactement ce genre de propriété rurale en difficulté et difficile à évaluer aux enchères. Il le convertissait en petits lots résidentiels pour des acheteurs chassés par la hausse des prix de l'immobilier de la ville régionale. Il avait fait ses recherches sur le verger d'Ashford de la même manière minutieuse qu'il le faisait pour chaque acquisition. Il avait examiné l'historique des inondations du comté. Il en avait conclu, raisonnablement, que 6 années consécutives d'eau stagnante rendaient la relance agricole essentiellement impossible, et cela faisait baisser le prix de vente final suffisamment pour que son calcul de lotissement fonctionne confortablement. Cobb avait supposé, raisonnablement étant donné les 6 années d'eau stagnante, que personne ne surenchérirait sur lui aux enchères. Mais il avait été retardé par un conflit d'horaires. Une vente aux enchères concurrente dans un comté voisin, qu'il jugeait plus urgente, l'a empêché d'assister à la vente exacte, où l'offre de $18 de Clara était restée sans concurrence. Une fois que la nouvelle du succès du drainage de Clara lui est parvenue, relayée par un contact immobilier qui avait lu le même bref article de journal sur l'examen de conformité du comté, il a vu une opportunité qu'il n'avait pas initialement prévue. Un verger drainé et productif valait considérablement moins pour son propre modèle économique qu'une parcelle inondée et sans valeur agricole. Mais il valait aussi soudainement beaucoup plus en termes absolus que ce que Clara avait payé. Ed Cobb a calculé qu'une offre d'achat direct, même à un prix plusieurs fois supérieur à ce que Clara avait initialement dépensé, lui laisserait encore une marge de profit confortable une fois qu'il aurait loti le terrain nouvellement asséché. Il s'est rendu lui-même à la ferme Whitlock. Il a offert à Clara un montant qui aurait remboursé plusieurs fois l'intégralité de sa dette bancaire en une seule transaction. Il a fait son offre avec la confiance facile d'un homme habitué à ce que les chiffres seuls concluent la plupart des conversations qu'il entamait. « Vous avez pris un marais sans valeur et l'avez rendu précieux », lui a-t-il dit, debout dans sa cour de ferme dans un costume totalement inapproprié pour l'allée en gravier sur laquelle il se tenait. « Laissez-moi m'occuper du reste. Le reste du chemin pour vous signifie raser 400 arbres que je viens de passer un été à prouver qu'ils étaient encore en vie », a dit Clara. Quand l'offre directe a échoué, Cobb a essayé une approche différente. Il a engagé un géomètre pour contester les limites de la propriété. Il a prétendu qu'il y avait une divergence dans les anciens registres du comté. Si elle était confirmée, elle aurait déplacé plusieurs acres des terres les plus productives et nouvellement drainées du verger sur une parcelle adjacente que Cobb avait déjà discrètement pris une option d'achat. Clara n'a pas paniqué. Elle est retournée voir la même greffière qui l'avait aidée à trouver le relevé de drainage original de 1948. Ensemble, elles ont sorti tous les actes de propriété et documents d'arpentage historiques liés au verger d'Ashford, remontant à près d'un siècle. Elles ont recoupé les bornes avec le même relevé détaillé de 1948 qui lui avait montré pour la première fois le tracé du système de tuyaux enterré. Les limites correspondaient exactement. La prétendue divergence du géomètre de Cobb reposait sur une carte du comté très obsolète qui avait été officiellement remplacée et corrigée des décennies plus tôt. Un fait que la greffière de Clara a confirmé et documenté par écrit en un seul après-midi. La contestation de Cobb s'est effondrée dès que le bureau d'urbanisme du comté a examiné les registres corrigés. Il ne s'est pas excusé, mais il a cessé de poursuivre la revendication de limites. Et la nouvelle de la tentative ratée s'est répandue dans le comté de Cedar assez rapidement pour cimenter l'opinion locale en faveur de Clara, plus que le succès du drainage, seul n'avait réussi à le faire. L'histoire ne s'est pas terminée, avec Cobb s'en allant tranquillement. Il a fait une dernière tentative. Cette fois, il a travaillé par l'intermédiaire d'un commissaire de comté sympathique pour remettre en question la conformité des modifications de drainage de Clara. Il a menacé d'un examen de conformité coûteux qui aurait pu bloquer la propriété dans des délais bureaucratiques pendant des mois. Clara a relevé le défi avec la même approche simple et documentée qu'il avait portée à travers tout ce que ce projet avait exigé. Elle a produit l'évaluation professionnelle d'Otis sur le travail. Ces décennies d'expérience pertinentes ont donné un poids réel à l'examen du comté. Elle a produit ses propres dossiers détaillés, chaque conduite d'alimentation tracée et documentée, chaque étape du rejet consignée avec des dates et des mesures d'eau.
Le déversoir reconstruit selon une norme qu'Otis a confirmée dépassait ce que la structure originale de 1948 avait jamais atteint. L'examen de conformité, une fois qu'il a eu lieu, n'a rien trouvé à contester. Le travail de Clara n'était pas seulement adéquat. C'était, selon le rapport écrit de l'ingénieur examinateur, un exemple parfait de restauration responsable de drainage à petite échelle. Le genre de projet que le propre bureau agricole du comté a commencé à citer discrètement lorsque d'autres propriétaires de terres touchés par les inondations venaient demander conseil. L'allié commissaire de Cobb a discrètement laissé tomber l'affaire plutôt que de continuer à soutenir une contestation qui l'avait déjà embarrassé une fois. Cobb lui-même a complètement cessé d'appeler après cela. Et les plans de lotissement qu'il avait autrefois discrètement esquissés pour les terres basses du verger d'Ashford ne se sont jamais approchés d'une réunion d'urbanisme du comté. Parmi les propriétaires qui ont contacté Clara et Otis après que la nouvelle des résultats de la tempête se soit répandue, il y avait un jeune couple, Priya et Dean Aldis. Ils avaient hérité d'un petit verger du grand-père de Dean, à 2 comtés de là. Un terrain qui n'avait jamais été aussi gravement inondé que la propriété d'Ashford, mais qui ne s'était jamais drainé correctement non plus. Plusieurs acres restaient en permanence trop mous pour être travaillés. Priya a appelé la première, prudente et un peu désolée de contacter quelqu'un dont elle n'avait entendu parler que de seconde main. Elle a expliqué qu'un voisin avait mentionné le nom de Clara après avoir vu le bref article du journal sur l'examen de conformité du comté. Clara et Otis se sont rendus ensemble le week-end suivant. Ils ont parcouru la propriété des Aldis avec la même approche prudente, posant d'abord des questions, qui les avaient guidés à travers chaque étape de la récupération du verger d'Ashford. Ils ont résisté à la tentation de simplement supposer que le même système de tuyaux enterrés les attendrait sous ce sol aussi. Ils ont trouvé quelque chose de différent cette fois. Pas de tuyaux en terre cuite du tout, mais un vieux canal de drainage creusé à la main, depuis longtemps comblé et oublié. Une sonde et un creusement prudent l'ont finalement révélé. Il courait le long de presque le même corridor bas que le propre bétail de la famille Aldis avait toujours évité, sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Le sol se souvient de ce qu'il était, même après que les gens aient oublié, a dit Otis au jeune couple, debout au bord du canal nouvellement redécouvert. Il faut juste être prêt à lui poser la question de la bonne manière. Clara n'a pas facturé au couple Aldis le même tarif qu'elle fixerait plus tard avec de plus gros clients. Ils étaient jeunes, cherchant encore leur marque avec un héritage qui était venu avec plus de travail que ce à quoi l'un ou l'autre s'attendait. Et Clara se souvenait assez clairement de ce que ce genre d'incertitude signifiait pour fixer un prix juste pour la consultation, plutôt que de maximiser ce qu'elle aurait raisonnablement pu facturer. Leur propre terrain récupéré a résisté à son premier véritable test le printemps suivant. Une tempête modérée qui aurait autrefois laissé le coin bas inutilisable pendant des semaines. Au lieu de cela, il s'est dégagé en 2 jours. Au printemps suivant, environ 350 des 400 arbres que Clara et Otis avaient marqués comme viables avaient entièrement feuillé. Ils ont commencé à produire de vrais fruits pour la première fois en 7 ans. Une récolte modeste par rapport à ce qu'un verger en pleine santé aurait pu produire, mais entièrement réelle, entièrement vendable et entièrement plus que ce que quiconque dans le comté de Cedar attendait d'une propriété achetée pour le prix d'un plein d'essence. Clara a vendu cette première récolte par divers canaux, un stand au marché fermier à 2 villes de là, où elle s'installait tôt chaque samedi pendant la courte saison. Un accord permanent avec une petite épicerie régionale, avide de fruits locaux avec une histoire vraiment inhabituelle derrière eux. Le gérant a dit à Clara qu'il pourrait vendre les pêches rien que sur l'histoire, avant même que les clients ne les goûtent. Et une poignée de commandes anticipées de familles qui avaient entendu parler de la récupération du verger et voulaient faire partie de sa première vraie saison de production. Les revenus n'étaient pas énormes. Mais combiné à ce qu'elle avait économisé en n'ayant pas besoin de replanter toute la propriété à partir de zéro, un coût qu'Otis estimait, sur la base de ses décennies d'expérience, se serait élevé à des dizaines de milliers de dollars et aurait nécessité près d'1 décennie avant la première récolte significative. Elle combinait à de petits honoraires de consultation que 2 autres propriétaires de terres touchés par les inondations dans le comté lui ont payé, à elle et à Otis conjointement, pour évaluer leur propre propriété pour des possibilités de drainage enterré similaires. Clara a fait son paiement à la banque à temps, le même compte à rebours de 69 jours qui avait autrefois semblé vraiment impossible à respecter,
C'est maintenant terminé avec une marge de manœuvre confortable. Elle a réinvesti une partie des revenus de la récolte directement dans le verger lui-même. Des outils de taille appropriée, un petit tracteur d'occasion adapté aux rangées du verger, de l'engrais pour aider les arbres en convalescence à retrouver la force que les années d'inondation leur avaient enlevée. Elle a payé Otis correctement pour ses mois de conseil, un paiement qu'il a essayé de refuser plus d'une fois avant que Clara n'insiste. De la même manière que les mentors attentifs essaient si souvent de refuser l'argent qu'ils ont plus que mérité. À la deuxième saison complète, Clara tenait une feuille de calcul pour la partie croissante de l'entreprise de consultation, une habitude qu'elle avait prise de la même manière disciplinée qu'elle avait construit tous les autres registres de cette ferme. Elle suivait les exigences techniques spécifiques de chaque propriété cliente, les sources de matériaux et les performances post-installation pendant au moins une saison des pluies complètes, avant de considérer un projet comme entièrement prouvé plutôt que simplement terminé. Lucy avait été essentielle à ce projet dès le tout premier soir. Elle a remarqué le schéma étrange et constant des canards et a commencé à le marquer sur une carte dessinée à la main. Et son rôle n'a fait que grandir à mesure que le projet de drainage et le test de la tempête qui a suivi ont poussé la compréhension de la propriété par toute la famille plus loin. Elle avait tenu les registres de profondeur de l'eau pendant tout le processus de drainage de 6 semaines, la même mesure hebdomadaire disciplinée qui a donné à Clara les preuves tangibles dont elle avait besoin pour suivre les progrès réels, plutôt que de simplement espérer que le système fonctionnait. Elle parcourait les piquets marqués chaque samedi matin, quel que soit le temps, enregistrant chaque chiffre de la même écriture soignée qu'elle avait utilisée pour la carte du schéma des canards des mois plus tôt. Elle avait participé à l'évaluation de chaque arbre viable aux côtés d'Otis et de Clara. Elle a appris à lire l'écorce, le cambium et le collet des racines de ses propres yeux, plutôt que de simplement faire confiance au jugement d'un adulte. Elle a développé un instinct pour l'état réel d'un arbre, qui a surpris même Otis à la fin de cette longue semaine à parcourir les rangées. Elle a correctement identifié l'état réel de plus d'un arbre limite avant que l'un ou l'autre des adultes n'ait terminé sa propre évaluation du même tronc. Elle avait suivi les niveaux d'eau pendant la nuit de la tempête elle-même, vérifiant la jauge aux côtés de Clara à la lumière d'une lanterne, criant les chiffres par-dessus le bruit de la pluie. Elle n'a jamais perdu son sang-froid, même lorsque la tempête à l'extérieur est devenue assez forte pour faire vibrer les vieilles fenêtres de la ferme. Au moment où la contestation de limite de Cobb a menacé la propriété, c'est Lucy qui a aidé à extraire et à organiser les registres d'actes historiques au palais de justice. Elle a recoupé les anciens repères d'arpentage avec les mesures modernes, avec une patience qui a suffisamment impressionné la greffière pour que celle-ci mentionne plus d'une fois que Lucy avait un réel avenir dans ce genre de travail documentaire minutieux, si jamais elle le souhaitait. On ne sait pas combien de vieux vergers ou de fermes par ici reposent sur des systèmes enterrés comme celui-ci, a dit Lucy une fois, en parcourant les rangées nouvellement asséchées avec sa mère. Ce premier printemps, les arbres ont de nouveaux feuillets. Tout le monde suppose simplement qu'un sol inondé est un sol mort. La plupart des gens arrêtent de chercher dès que l'eau apparaît, lui a dit Clara. Ça ne veut pas dire que ce qui le gardait au sec a cessé d'exister. Clara ne l'a jamais poussé vers un avenir particulier au-delà de cela. Elle n'en avait pas besoin. 2 ans à marquer des schémas de canards, à lire des jauges d'eau et à recouper des documents d'arpentage centenaires avaient déjà appris à Lucy quelque chose qu'aucune salle de classe n'aurait pu lui apprendre aussi bien. Certains soirs, cette 2e année, Clara pensait à quel point ce qu'elle avait appris en reconstruisant le système de drainage du verger d'Ashford s'était discrètement infiltré dans toutes les autres parties des opérations de la ferme Whitlock, bien au-delà du verger lui-même. Elle a commencé à regarder chaque point humide et chaque parcelle molle tenace sur sa propre propriété, avec la même question qu'Otis lui avait d'abord appris à poser. Pas simplement comment évacuer l'eau le plus vite possible, mais comment comprendre où elle voulait aller. Et si quelque chose construit des décennies plus tôt n'essayait pas déjà de répondre à cette question, si quelqu'un se donnait la peine de regarder. Un coin marécageux persistant près de son propre champ de légumes, toujours attribué à un sol pauvre et jamais examiné plus avant, s'est avéré, après une inspection minutieuse, cacher les restes d'un vieux fossé de drainage que son propre grand-père avait apparemment creusé puis abandonné. Il avait été comblé par des décennies de labour qui en avaient effacé toute trace visible de la surface. Elle s'est retrouvée plus d'une fois à expliquer la logique sous-jacente à un nouveau client consultant.
en des termes qui n'avaient rien à voir avec les pêchers ou les tuyaux en terre cuite. Le même principe simple de comprendre ce qu'un terrain était, avant de supposer qu'il avait toujours été inutile, s'appliquait partout où il était utile. Que l'indice vienne d'une ligne de canard têtu, d'un relevé centenaire enterré dans une boîte au palais de justice, ou simplement de l'histoire à moitié oubliée d'un voisin, sur la façon dont un champ se drainait, avant que quiconque de vivant ne puisse s'en souvenir. Otis Feldman a continué à venir au verger d'Ashford, longtemps après que la tempête soit passée et que les arbres aient commencé leur véritable récupération. Les mêmes visites tranquilles, vérifiant un système qu'il avait aidé à reconstruire avec une satisfaction silencieuse. Clara soupçonnait qu'il ressentait rarement cela maintenant, dans un comté qui avait pour la plupart cessé d'avoir besoin de ce qu'il savait. Une fois que le drainage par tuyau en terre cuite a cédé la place à des méthodes plus récentes, la plupart des agriculteurs en activité n'avaient jamais pris la peine d'apprendre l'ancienne technique. Il n'a jamais rien demandé au-delà de ce que Clara insistait pour lui payer pour cette reconstruction critique. Et même alors, il avait essayé plus d'une fois de refuser avant que Clara ne le force à l'accepter correctement. Au moment où le travail de consultation de Clara et Otis s'était suffisamment développé pour inclure la propriété des Aldis et 2 autres en plus, Otis avait commencé à amener un petit-neveu, un jeune homme dans la vingtaine qui étudiait les sciences agricoles à l'Université d'État. Il avait exprimé un réel intérêt pour les anciennes méthodes de drainage après avoir entendu son grand-oncle mentionner le projet d'Ashford plus d'une fois lors d'une réunion de famille. Clara les a regardés tous les deux parcourir le champ bas d'un nouveau client un après-midi. Otis montrait les mêmes détails qu'il lui avait autrefois montrés à sa propre table de cuisine. Et elle a compris que quel que soit le savoir qui avait failli disparaître de cette région, avec les systèmes de tuyaux en terre cuite eux-mêmes, il trouvait, d'une petite manière, son chemin vers une nouvelle paire de mains. « Je ne pensais pas que j'aurais l'occasion d'enseigner ça à nouveau », lui a dit Otis une fois, en regardant son petit-neveu s'accroupir à un point d'inspection, de la même manière que Clara s'était accroupie à son tout premier. « Je pensais que ça allait se terminer avec moi, et que personne ne se soucierait beaucoup de ce que je savais. » Ce n'était pas le cas. Et Clara a compris, en les regardant travailler ensemble, que 18 $ pour 40 acres inondés lui avaient acheté considérablement plus qu'un verger en convalescence. Ils avaient racheté un savoir-faire pratique que toute la région avait failli laisser disparaître pour de bon. Clara a cueilli elle-même la toute première pêche mûre de la récolte initiale de ce verger en convalescence, seule, tôt un matin, avant que l'équipe du marché fermier ou qui que ce soit d'autre n'ait eu la chance d'être là. Elle voulait que ce moment lui appartienne, à elle et au verger, plutôt qu'à un public. Elle est restée longtemps dans la rangée après, tournant le fruit dans sa main, de la même manière patiente qu'elle avait autrefois retourné des fragments de tuyaux en terre cuite cassés et de vieux tuyaux de drainage en céramique. Elle vérifiait son poids, sa couleur, la souplesse de la peau sous son pouce. Ce n'était pas une pêche parfaite selon les normes commerciales, plus petite que ce qu'un arbre en pleine santé dans un verger établi aurait produit, un peu inégale dans sa coloration. Mais elle était réelle, cultivée sur un sol qui avait passé 6 ans, incapable de faire pousser quoi que ce soit. Sur un arbre qu'Otis lui-même avait marqué comme viable à une époque où la plupart du comté supposait encore que toute la propriété était irrécupérable. Elle l'a ramené à la maison ce soir-là et l'a partagé avec Lucy à la table de la cuisine. La même table où elles avaient autrefois étalé une carte de schéma de canard dessinée à la main et un relevé fragile de 1948 côte à côte, essayant de donner un sens à un mystère qu'aucune d'elles n'avait encore pleinement compris. « Ça valait les 18 $ ?» a demandé Lucy, la bouche pleine de pêche. « Ça valait considérablement plus que ça », a dit Clara. Mais oui, l'automne suivant, 1 an complet après que Clara ait levé la main pour 18 $ sur les marches d'un palais de justice où personne d'autre ne voulait enchérir, le verger d'Ashford a porté sa 2e vraie récolte, plus importante que la première. Les arbres en convalescence se rétablissaient de plus en plus à chaque saison qui passait. Les rangées elles-mêmes portaient maintenant la plénitude verte particulière d'un verger qui avait enfin reçu ce dont il avait besoin, plutôt que de simplement survivre avec le peu que les années d'inondation lui avaient laissé. La vieille ferme sur les hauteurs de la propriété avait maintenant un nouveau toit, et Clara avait commencé à y passer des nuits occasionnelles lorsque le calendrier de la récolte s'allongeait. La même réparation modeste et pratique, qui avait autrefois semblé incroyablement hors de portée,
le jour où elle avait parcouru pour la première fois les rangées inondées avec des bottes empruntées. La boue lui arrivait aux chevilles, se demandant exactement ce que 18 $ lui avaient réellement rapporté. Clara et Lucy ont parcouru ensemble la ligne de drainage un après-midi ordinaire. Elles vérifiaient le collecteur et le déversoir reconstruit, de la même manière prudente qu'elles l'avaient fait avant l'arrivée de la tempête. Une habitude qu'aucune d'elles n'avait abandonnée, même une fois la crise immédiate passée. Le rituel était maintenant si ancré qu'aucune d'elles n'avait besoin d'en discuter avant de se mettre en marche le long du parcours familier. Otis venait la plupart des semaines maintenant, moins en tant que consultant que comme quelqu'un qui aimait simplement voir comment le système continuait de tenir. Il parcourait les rangées avec la même satisfaction tranquille d'un homme regardant un savoir qu'il craignait de voir disparaître avec lui. Trouvait plutôt son chemin entre des mains stables et compétentes. Son petit-neveu, souvent quelques pas derrière, absorbait tout avec la même attention silencieuse que Lucy elle-même avait autrefois portée à ce même sol. Près de l'entrée, sur la même étendue de terrain, où 40 canards non désirés avaient autrefois pagayé en une ligne têtue et répétitive, une poignée de leurs descendants travaillait encore les marges peu profondes de ce qui restait de l'ancien terrain humide. Une vue ordinaire maintenant, plutôt que le mystère qu'elle avait été. Mabel elle-même était décédée depuis longtemps, mais sa progéniture au bec tordu était encore reconnaissable parmi la volée qui avait grandi à partir de ses 40 originaux. Un pick-up tournait au ralenti au portail. Un jeune couple qui démarrait son propre petit verger à 2 comtés de là. Pas le couple Aldi cette fois, mais une autre famille qui avait entendu la même histoire de seconde main. Ils étaient venus demander à Clara si elle serait prête à jeter un œil à une partie de leur propre terre basse, qui ne s'était jamais tout à fait drainée comme il le fallait. Clara a d'abord vérifié la vanne du collecteur, dans le même ordre qu'elle vérifiait toujours les choses maintenant, avant de descendre à leur rencontre. Le promoteur avait autrefois voulu enterrer ce verger sous de nouvelles maisons. Les canards avaient plutôt trouvé ce qui le maintenait déjà en vie. Clara pensait souvent à cette distinction. Au cours des 2 années qui ont suivi le matin où elle a levé la main pour 18 $ sur les marches d'un palais de justice où personne d'autre ne voulait enchérir. À quel point toute l'histoire avait failli être différente. Si un refuge pour volailles à 2 comtés de là avait trouvé une autre ferme prête à prendre 40 canards non désirés à la place de la sienne, si l'habitude têtue de Mabel de mener la volée vers cette seule bande étroite d'eau ne s'était tout simplement jamais développée comme elle l'a fait, si l'érosion de sa propre première tentative précipitée avait sapé une plus grande étendue d'arbres, ou si Otis n'avait jamais répondu à son appel, ou y avait répondu trop tard pour que la reconstruction soit terminée avant l'arrivée de cette première vraie tempête. Rien de tout cela n'était garanti. Elle avait eu raison de regarder 18 $ et 40 acres inondés, et de voir quelque chose qui valait le pari. Raison sur la valeur de reconstruire correctement après un véritable échec, au lieu d'abandonner ou de prétendre que l'échec n'avait pas eu lieu. Mais elle avait aussi eu besoin que beaucoup de choses tournent en sa faveur au moment exact où cela comptait le plus. Et elle ne s'est jamais permis d'oublier à quel point le résultat avait reposé sur des choses hors de son contrôle, même si elle tirait une réelle fierté silencieuse de tout ce qui ne l'avait pas été. Tout le monde dans le comté de Cedar regardait 40 acres inondés et voyait un marais qui ne valait même pas la peine d'être réclamé. Clara regardait la même eau et voyait exactement ce qui se passe lorsque quelque chose construit pour fonctionner discrètement pendant des décennies est oublié par tous ceux qui en dépendaient autrefois. Et exactement ce qui pourrait encore se passer si quelqu'un d'assez patient venait le chercher à nouveau. Le verger n'a jamais été vraiment mort. Il attendait seulement que quelqu'un se souvienne comment il respirait autrefois. 40 canards non désirés le mènent, un matin têtu à la fois, droit à l'endroit où ce souffle avait été enterré depuis le début. Maintenant, c'est à vous de me répondre. Avez-vous déjà acheté ou entrepris quelque chose que tout le monde avait déjà abandonné? Et découvert plus tard que la raison de son échec était plus petite et plus facile à réparer que quiconque ne le supposait? Avez-vous déjà dû ralentir et reconstruire quelque chose correctement après que votre propre impatience ait aggravé un vrai problème? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous, un par un, et je le pense de la même manière simple que Clara le pensait. Debout au comptoir d'un magasin d'aliments, disant à une foule sceptique qu'elle avait un plan, avant même d'en avoir la preuve. Et si vous connaissez quelqu'un qui se trouve au bord de son propre terrain inondé et oublié, se demandant si quelque chose en dessous vaut encore la peine d'être trouvé, envoyez-lui ceci ce soir
Et rappelez-lui qu'il faut parfois une erreur, un mentor et un canard très têtu avant que la réponse ne se montre enfin. Fermé Whitlock, comté de Cedar, 40 acres inondés, achetés pour 18 $. Un système de drainage enterré, silencieux pendant 70 ans. Et une volée de canards non désirés, qui ont trouvé ce que tout le monde avait oublié de chercher. Un matin têtu à la fois, jusqu'à ce qu'une femme remarque enfin ce qu'il savait déjà.